Bonjour. La plupart du temps, quand un client vient acheter un site internet à une agence, l'objet de la discussion qui va se tenir entre et l'interaction qui vont se tenir, des interactions qui vont se tenir entre l'agence et le client ce sera surtout la question des aspects graphiques, des aspects visuels et des aspects liés un peu au contenu. Rarement, voire jamais, il ne sera question des aspects techniques qui généralement échappent beaucoup aux clients. Et le client n'est donc généralement pas vraiment en mesure de se poser la question de savoir quelle est la qualité technique de ce qu'il a acheté. Le client se retrouve souvent dans une situation de quelqu'un qui doit acheter un chat dans un sac et qui n'a pas l'occasion de pouvoir effectivement, parce que ce n'est pas son métier et que ce n'est pas ses compétences, n'a pas l'occasion de jauger, d'évaluer la qualité du travail qui a été réalisé. Dans le cas d'un site comme celui d'Ecolo, puisque nous approchons des élections, c'est un site sur lequel je me suis rendu récemment et j'ai pu constater des choses. Donc dans le cas d'un site comme celui d'Ecolo, c'est une question qui est particulièrement importante. Parce que l'Internet, le web, sont des médias qui ont un impact écologique certain, et la manière avec laquelle on estime à plus de 10% aujourd'hui la consommation énergétique liée à ces médias-là, donc c'est pas rien. Et la question de l'optimisation technique des sites web est une question qui du coup est particulièrement importante. Ici, dans le contexte qui m'occupe et vis-à-vis du site d'Ecolo en particulier, la question qui se pose, c'est, tiens, est-ce que finalement le site tel qu'il est réalisé est conforme aux valeurs du parti? Autrement dit, est-ce que le site qui a été réalisé pour Ecolo a été réalisé par une agence qui l'a fait en respectant les valeurs de son client? Et donc, est-ce que ce site a été réalisé avec une considération importante sur les aspects écologiques, donc sur les aspects liés à l'optimisation, à essayer de ne pas avoir un impact trop important du point de vue de l'utilisation de l'électricité. Et puis aussi, Ecolo étant le parti qu'il est, un parti plutôt orienté vers l'inclusion de tous dans des projets démocratiques, est-ce que ce site est compatible avec les normes d'accessibilité? Donc, autrement dit, est-ce que les personnes en situation de handicap vont pouvoir avoir accès au contenu du site? Alors, je ne vais pas me concentrer sur l'intégralité du site, je vais me concentrer sur une ressource en particulier, la page des candidats, mais ceci est la page d'accueil, et ce que je souhaite montrer, c'est comment on peut déjà, et puisque ces vidéos que j'essaye de faire ont un peu une vocation éducative, comment on peut tenter de voir soi-même si les réalisations que l'on fait, enfin les réalisations que l'on achète, pardon, sont réalisées d'une manière optimale. Donc si les aspects techniques sont optimisés et si ce qu'on a acheté en tant que client est bien conforme à ce que l'on peut espérer lorsqu'on met parfois beaucoup d'argent sur la table. Alors la bonne nouvelle, c'est que les outils pour vérifier ces aspects-là, ils sont à la disposition de tout le monde. Si vous avez un navigateur web, comme ici par exemple Google Chrome, eh bien vous avez sous la main, mais vous ne le savez peut-être pas, vous avez sous la main des outils qui vont vous permettre de visualiser certaines caractéristiques techniques de votre site. Donc on va commencer. Vous pouvez aller sur la page, cliquer n'importe où, mais avec le clic droit de la souris. Et là, vous allez avoir dans le menu qui va apparaître la possibilité de choisir une entrée qui s'appelle « Inspecter ». Lorsque vous demandez d'afficher ce qui correspond à inspecter, vous allez vous retrouver face à du code. Et du code que vraisemblablement vous ne comprendrez pas. Mais ce n'est pas grave. Ce panneau qui vient d'apparaître, en fait, reprend différents sujets, différents topics, différents points d'observation qui vont vous permettre effectivement d'observer la page dans ses déterminants techniques et aussi éventuellement d'agir sur la page.
Alors, mon but ici n'est pas évidemment de vous expliquer comment fonctionne cet outil, parce que c'est véritablement un outil à destination des développeurs. Sachez que les développeurs, ils l'ont sous la main. Normalement, ils sont censés, les développeurs de votre site l'ont sous la main, ils sont censés savoir l'utiliser. Donc, ils sont censés monitorer leur travail au fur et à mesure qu'ils le réalisent. Et donc, quand on regarde ce panneau de développement, que donc je ne vais pas vous détailler, mais dont je vais utiliser certaines des fonctionnalités et qui est à votre disposition, eh bien on voit qu'il y a un onglet qui s'appelle Network. Donc ici, ce que je dis est valable dans le contexte de Google Chrome, mais vous trouverez des outils équivalents dans Firefox, dans Safari, dans les navigateurs proposés par Microsoft également, donc, ou dans Opera. Tout ça est toujours disponible à tous les utilisateurs de ces logiciels. Donc quand vous regardez l'onglet Network, vous allez pouvoir voir ici l'activité réseau qui est liée à la requête que vous essayez de faire. Une requête, c'est quelque chose qui se réalise soit en entrant une URL, soit en cliquant sur un lien, soit en soumettant un formulaire. Donc, il y a différentes manières de faire des requêtes HTTP. HTTP, c'est un peu le langage de base du web, celui qui permet aux navigateurs de parler avec les serveurs où sont hébergés les sites. Et donc quand vous faites une requête HTTP vers un serveur, par exemple en tapant une URL dans la barre d'URL, eh bien vous allez voir dans cet onglet les différentes actions, les différentes transactions, les différents échanges d'informations qui se font entre le navigateur et le serveur. Et donc on va le faire. Je vais ici aller sur la barre d'URL et je vais actualiser cette page, qui est la page d'accueil du site donc. Alors vous voyez qu'il y a un premier élément qui est apparu, ecolo.be, c'est la page de départ, c'est la page HTML. Donc c'est vraiment le document. On peut ici filtrer les choses qui sont les requêtes qui ont été faites. Et donc le document HTML lui-même, qui est la page de départ, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire c'est l'ensemble des contenus avec des balises qui sont autour des contenus et qui permettent de dire eh bien, tel contenu joue le rôle d'image, tel contenu joue le rôle de paragraphe, tel contenu joue le rôle de titre. Voilà, c'est pas très compliqué HTML et ça ne fait que ça. Donc quand vous regardez dans le network, eh bien, vous voyez ici qu'il y a un document, le statut de la réponse c'est 200, donc tout va bien, et vous voyez la taille du document, 23 kilooctets, donc 23 000 kilooctets. Ce qui, pour une page HTML, peut déjà paraître beaucoup. Alors vous voyez encore d'autres choses ici, notamment l'ensemble des étapes de résolution. Parce que quand vous tapez ecolo.be, en fait, vous allez passer par différents ordinateurs et par différents logiciels qui vont tenter de traduire ce ecolo.be, qui est un truc que vous pouvez dire avec la langue parlée, hein, comme des êtres humains. Donc on va traduire ce ecolo.be en une adresse informatique. Et cette étape de traduction, elle se fait en plusieurs sous-étapes qui prennent à chaque fois du temps. Et qui prennent du temps parce que ce sont des programmes informatiques et des appareils qui sont impliqués dans le traitement de la requête. Alors vous voyez que ça prend généralement assez peu de temps, mais chaque fois que ça prend du temps, eh bien ça consomme du courant. Et donc ici, on voit que ça prend 2 secondes 88, 2 secondes 29, pour pouvoir obtenir la page HTML de base, ce qui est déjà beaucoup par rapport à d'autres standards, et on va avoir l'occasion de regarder d'autres choses. Alors, on va revenir ici, on va défiltrer, on va demander d'afficher toutes les requêtes qui ont été faites, parce qu'à partir de ce document va référencer une vidéo, une feuille de style qui va déterminer la présentation de la page, des photos éventuelles, du JavaScript qui sont des programmes qui vont tourner au sein de la page pour faire des actions particulières. Donc il va y avoir tout un tas de ressources qui vont être chargées à partir de cette page qui est la page de départ. Voilà. Et ici vous voyez ces différentes ressources. Vous voyez par exemple qu'il y a un grand nombre de feuilles de style. Alors ça c'est déjà un problème. En tout cas ça pourrait être un problème. Une chose qui est importante c'est de regarder aussi quel est le protocole HTTP utilisé. Quand vous avez le protocole HTTP 1, et maintenant il existe le protocole HTTP 2,
il est bien d'essayer de regrouper toutes les ressources qui sont du même type ensemble. Et par exemple, ici, vous voyez que vous avez tout un tas de feuilles de style, et bien il serait intéressant de regrouper toutes ces feuilles de style en une seule. De même pour les scripts, regardons les scripts. Donc ici, on va choisir les scripts JavaScript. Vous avez 32 scripts JavaScript qui ont été chargés, ce qui est beaucoup. Et chacun a été chargé avec à chaque fois une requête qui lui est propre. Donc chacun a pris beaucoup de temps, alors qu'on aurait pu les rassembler tous en un seul script JavaScript et diminuer alors à chaque fois toutes les étapes qui sont là. Toutes ces étapes qui se réalisent pour chacun des scripts auraient pu être réalisées une seule fois. Alors je ne dis pas que c'est toujours possible, mais c'est quelque chose vers quoi il faut tenter d'aller. Ici on voit qu'il y a effectivement 32 requêtes JavaScript qui ont été chargées pour... Alors je vous rappelle que le JavaScript en question, c'est du code qui est censé permettre d'ajouter de l'interactivité, des effets particuliers, enfin différentes choses. Et ici, quand on regarde la page, et dans l'expérience qu'on peut en avoir pour le moment, on ne voit pas tellement de choses qui se passent, il n'y a pas vraiment d'animation, d'interactivité, donc on peut se dire que peut-être c'est pas nécessaire de charger tout ça. Maintenant, évidemment, la page va vraisemblablement réagir aux actions de l'utilisateur. Par exemple, quand vous allez afficher un menu, ce menu-ci, il est possible qu'il y ait un peu de JavaScript pour contrôler l'effet d'animation et le fait de l'afficher et de le masquer à différents moments. Donc, tout le JavaScript qui est là n'est pas inutile, mais il y a vraisemblablement une grande partie du JavaScript qui se trouve ici qui ne devrait pas s'y trouver. Bien sûr, si on a chargé des choses inutiles, ça a quand même consommé du courant. Et c'est un peu ça le problème. Maintenant, regardons toutes les ressources. Il y a 86 requêtes qui ont été exécutées, qui représentent en tout 10 mégas transférés. Ça fait 11 mégas de ressources. Alors, il faut regarder si les données... sur les serveurs, on a la possibilité de dire que l'on peut vouloir zipper ou pas les données qui nous sont envoyées. Donc il y a parfois une différence entre la taille qui est effectivement affichée et la taille qui est effectivement, donc entre la taille de la ressource, pardon, et la taille des données qui ont été échangées dans le réseau. Parce que dans le réseau, lorsque les données sont échangées dans le réseau, elles peuvent être zippées, compressées, et puis décompressées. Donc une image qui pèse par exemple 1 mégaoctet peut être diminuée pour être transférée sur le réseau, et puis redécompressée sur la machine de l'utilisateur final. Bien. Donc ici on voit qu'on a 10 mégas qui ont été transférés, ce qui représente 11 mégas de ressources, donc il y a eu assez peu de compression. On voit que ça a pris 5 secondes 84 pour charger la page. Et puis il y a deux événements qui se sont produits, auxquels on pouvait réagir avec un code JavaScript, ce qui a peut-être été fait ici, je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans le détail. Il y a un événement qui est DOM Content Loaded, et ça c'est typiquement, à quel moment est-ce que la page, le document d'origine, donc le document HTML, est disponible, à quel moment est-ce que le navigateur a accès à l'intégralité des balises dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on a l'événement load qui nous dit à quel moment l'intégralité des ressources est effectivement disponible. Donc 3 secondes 62, 4 secondes 64, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Eh bien pour tenter d'y voir plus clair, on va aller voir un site. On va aller voir un autre site qui existe dans le monde. Je vais prendre le site d'un journal, The Guardian. Vous connaissez peut-être. Très bon site, un très bon journal britannique. Je vais afficher également ici. Alors il y a des publicités ici en plus, donc c'est pas extrêmement avantageux. Et donc je vais réactualiser cette page. Voilà. Et on va regarder. Alors le cache est désactivé, donc c'est un peu comme si c'était la première fois pour lui. Donc évidemment, un site comme le site du Guardian contient beaucoup plus de contenu que la page d'accueil du site d'Ecolo. Beaucoup d'images, donc c'est normal qu'il y ait un grand nombre de requêtes. Beaucoup d'images. Et effectivement, vous voyez, il y a énormément de requêtes, 635 requêtes. Mais par contre, regardez la quantité de données qui est transférée, c'est ridicule. Il y a 2 mégas 7 de données qui ont été transférées, et 7 mégas 9 de ressources au total, une fois que c'est arrivé dans le navigateur, dans le client.
Alors là, il continue de faire des requêtes et c'est vraisemblablement lié aux publicités qui continuent de faire des choses. Mais surtout, regardez le DOM, c'est-à-dire le document lui-même, il a été fini d'être chargé après 1 seconde 39. Et l'intégralité du contenu a fini d'être chargé après 3 secondes 34. Or, ce site, c'est un site d'un journal, il y a vraiment beaucoup plus de contenu que dans le site d'Ecolo. Donc on est ici face à une situation qui est moins favorable et pourtant on a des temps qui sont largement supérieurs. Ce qui indique effectivement que ici, vraisemblablement en termes d'optimisation, c'est pas terrible. Bien, alors je pourrais entrer dans le détail de cette page, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de faire cette vidéo trop longue, et je vais directement aller maintenant sur la page des candidats, qui est la page qui m'intéresse le plus. Donc, on est sur la page d'accueil, je vais sur le lien « Nos candidats » et je vais cliquer sur « Nos candidats ». Alors là, regardez notre indicateur de progression, il se passe quelque chose, mais ça met vraiment beaucoup de temps à être résolu, ce quelque chose. C'est absolument pas normal, on aurait pu penser qu'il ne se passait rien. Et puis regardez ce qui est en train de se faire, il a détecté qu'il y avait 415 requêtes à réaliser, et on est en train de télécharger, regardez ici, 107 mégas, 115 mégas, 120 mégas, apparemment sans compression des données, parce que la taille des ressources correspond bien à la taille de ce qui est transféré. Le DOM Loadit, ça a pris 4 secondes, ce qui est beaucoup, mais ça a pris 27 secondes 45 au total à se charger. Selon les connexions réseau, je suis dans une situation ici, moi j'ai une connexion réseau de relativement bonne qualité, mais selon les connexions réseau, ça peut monter à des temps de plus de 40 secondes. Le truc qui est particulièrement interpellant, c'est ceci. 212 mégas de données ont été transférées. Alors, moi je vous montre un truc. Je dispose, pour mon abonnement téléphonique, je vais fermer ça, je dispose pour mon abonnement téléphonique d'un abonnement qui est un très petit abonnement. C'est cet abonnement-ci qui coûte 8 € par mois. Je dispose de 150 minutes d'appel, de SMS illimité et de 500 mégas de données. 500 mégas de données. Je tiens à regarder cet abonnement, non pas pour des raisons liées à son prix, mais pour des raisons liées à mes usages. Je n'ai pas besoin de plus, en principe, et je n'ai pas envie de tomber dans des comportements qui sont énergivores et très grands consommateurs de data. Donc cet abonnement est un abonnement que je souhaite pouvoir regarder. Et quand je regarde ici la quantité de données qui est téléchargée rien qu'en allant sur une seule page de tout l'Internet, eh bien je vois que j'ai consommé la moitié de mon abonnement pour le mois. Vous entendez bien, la moitié de mon abonnement pour le mois a été consommée juste pour voir cette page. Alors est-ce que c'est justifié? Est-ce que ces 415 requêtes me donnent un contenu qui correspond exactement à ça? Alors allons voir les images, puisque apparemment il y a beaucoup d'images qui ont été téléchargées. Il y a 356 images. Maintenant on va scroller dans la page en tant qu'être humain et regarder. Et on va voir qu'il n'y a pas du tout 356 images dans cette page. Il y en a environ une vingtaine, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc la question qui se pose, c'est où sont passées les 330 images qui ont été téléchargées, mais que nous ne voyons pas? Pourquoi est-ce qu'il y a 330 images qui ont été téléchargées, qui ont consommé la moitié de mon abonnement Internet téléphonique, ce qui est quand même assez hallucinant, et qui ont surtout consommé une masse de courant colossale pour ne pas afficher du contenu. C'est surtout ça qui est impressionnant dans le contexte d'écolo, c'est qu'on a consommé des ressources énergétiques, du courant, on est passé par des serveurs, par des intermédiaires, par des routeurs, qui ont à chaque fois résolu des noms vers des fichiers, enfin des noms de fichiers, des URL vers des adresses web, pour télécharger des ressources que manifestement on n'utilise pas. Alors est-ce qu'on ne les utilise pas? Effectivement. Alors, on va regarder, il y a ici des liens, voir toute la liste. Si je clique sur ce lien, je m'attends à voir toute la liste des candidats pour la Chambre dans l'arrondissement de Liège. Je clique donc sur voir toute la liste. Et de fait, je vois maintenant apparaître un grand nombre d'images. Ce qui veut dire que toutes ces images qui ont été téléchargées
ont été effectivement téléchargés dans la page, mais ne sont pas affichés. Ok. Alors réfléchissons un petit peu maintenant en termes de conception. Là, je viens de dire que je voulais voir, en cliquant sur voir toute la liste, je viens de dire que je voulais voir la liste des candidats pour la Chambre de l'arrondissement de Liège. Regardez l'URL. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dans l'URL. L'URL m'indique que ce que je suis en train de voir, ce sont les candidats d'écolo. Et donc, cette page contient effectivement tous les candidats d'écolo. Et je n'ai pas une URL, ce qui est très préjudiciable en termes de référencement et en termes d'accessibilité. Je n'ai pas une URL comme celle-ci, écolo, candidat Liège, ou peut-être écolo, chambre, Liège, par exemple. Voilà. Ça, je n'ai pas, il n'y a pas ce résultat-là. Ce serait pourtant une stratégie beaucoup plus rentable, parce que on ne chargerait alors sur la page de sommaire, finalement, qu'est la page candidat, que une sorte de teaser, les 2 premiers candidats, et le lien voir toute la liste permettrait d'accéder à un set limité de ressources, à un nombre limité d'images, avec les informations relatives aux candidats pour un arrondissement particulier. Et le bonus, c'est qu'on aurait une URL correspondante, ce qui ferait extrêmement plaisir à Google, qui pourrait alors référencer effectivement, efficacement, la liste des candidats de l'arrondissement de Liège pour la Chambre. Donc ça, c'est un vrai problème. Un autre problème, on va continuer, on va cliquer sur cette image, et on va regarder ce que ça change au niveau de l'URL, puisque ici, ce que je veux, c'est afficher une ressource, c'est afficher les informations relatives à Sarah Schlitz, première de liste à la Chambre à Liège. Je clique donc, il ne se passe rien, et puis finalement, il se passe quelque chose. Regardez l'URL, c'est toujours écolo.be/candidat. Pourtant, conceptuellement, le contenu que je suis en train de traiter maintenant, cognitivement, pour moi, en tant qu'être humain, c'est de l'information au sujet de Sarah Schlitz. Pourquoi est-ce que l'URL ne correspond pas à ça? Et pourquoi est-ce que du coup Google n'a pas la faculté d'indexer correctement le contenu relatif à Sarah Schlitz? Alors on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi le contenu d'un candidat aux élections est quelque chose d'aussi rudimentaire et d'aussi décevant qu'un slogan, une seule phrase. On s'attendrait à avoir une bio, un CV, quelque chose qui exprime de façon détaillée l'engagement du candidat. Au lieu de ça, on a juste un slogan qui ne dit rien. En fait, la page que l'on vient de voir, enfin le contenu que l'on vient de voir, eh bien, il est déjà contenu dans la page qui est ici. Et il est simplement masqué pour le moment et n'est affiché qu'à la demande grâce à du JavaScript. Voilà, donc ceci est effectivement quelque chose de particulièrement frustrant et ça ne facilite pas le référencement d'un contenu propre à Sarah Schlitz ou à Samuel Kogolati ou à n'importe quel autre candidat. Tant qu'on y est, une des technologies intéressantes pour favoriser le référencement, c'est aussi de disposer dans la page d'images qui correspondent effectivement au contenu que l'on a. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur Google, vous avez la possibilité, je vais chercher justement Sarah Schlitz, tant qu'on y est, vous avez la possibilité d'afficher des images. Et vous voyez ici que ces images, voilà, nous retrouvons ici des images dans lesquelles nous voyons la tête de Sarah Schlitz. Ok, mais regardons un petit peu. C'est pas la même photo, manifestement. Alors, où se trouve cette photo? Pourquoi n'est-elle pas référencée correctement sur Google Images? Vous voyez que nulle part nous allons retrouver cette image. C'est pourtant une image importante puisque c'est la photo de profil de la candidate Sarah Schlitz aux élections 2019. Donc cette photo mériterait d'être effectivement référencée correctement ici. Et pourtant, elle n'apparaît pas lorsque je cherche Sarah Schlitz. Eh bien la raison est assez consternante de point de vue de l'intégration. Vous voyez ici qu'il y a un grand nombre d'images qui sont chargées, 358 images. Est-ce que ces images sont effectivement présentes
en tant qu'image dans le document? Eh bien, pour le voir, je vais écrire une petite instruction JavaScript ici. Je vais demander de lister toutes les images qui sont dans la page. Et je vois que j'obtiens une liste de 2 images. Il n'y aurait donc ici que 2 images. Alors voyons un peu quelle est la ressource correspondante. Manifestement, c'est une image qui est une image relative à Facebook, donc c'est sans doute un logo Facebook, la première. Et regardons la deuxième. Eh bien, ça semble être un logo d'une enveloppe, peut-être. Donc manifestement, pas les images qui sont présentes ici. Eh bien, en fait, ces images ne sont pas des images. Si, bien sûr, ce sont des images qui sont transmises à l'aide de fichiers JPEG. Bien sûr, ce sont des données qui représentent des images, mais elles ne sont pas balisées à l'intérieur de notre page comme étant des images, ce qui pose des problèmes vis-à-vis du référencement, comme on vient de le voir. Alors, ça pourrait poser aussi des problèmes vis-à-vis de l'accessibilité, parce que du coup, il n'y a pas de contenu alternatif proposé aux aveugles, par exemple, pour pouvoir accéder aux images. Cela dit, nous avons ici le nom de la personne qui est représentée, et ce nom joue par nature le rôle de texte alternatif pour l'image qui est là. On peut effectivement considérer que cette image joue un rôle d'image de fond. Donc le problème principal ici, c'est plutôt que cette image, du coup, n'est pas facilement référençable et qu'on perd une occasion d'améliorer le référencement du site dans les moteurs de recherche. Voilà, mais ça c'est peut-être un aspect un peu plus secondaire. Donc, pour résumer, pour le moment, les problèmes que moi je vois dans ceci, c'est essentiellement que il n'y a pas de lien entre les URL et les contenus que l'on voit lorsqu'on clique sur les liens. Ça, c'est un problème important. Et puis, surtout, eh bien que du point de vue des transactions réseau, ce site est une abomination, puisqu'on se retrouve avec 212 mégas de données téléchargées, donc une consommation de courant colossale. Pas du tout optimisé, il y a vraiment moyen d'optimiser ça très fort. Souvenez-vous du site du Guardian qui, avec ses 600, et regardez ça continue, 1000 requêtes, ne transfère en vérité que 4 mégas de données. Bien, il y a manifestement de la marge qui n'est pas du tout considérée par les développeurs du site. Alors du point de vue de l'accessibilité, ce site pose aussi des problèmes. En fait, la construction du document de base, donc reprenons ici le document HTML, candidat, la construction de ce document est abominablement complexe. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, je vais demander d'afficher cette fois non plus les images, mais les balises, toutes les balises. Donc je vais demander Query Selector All, et je vais utiliser ici l'étoile qui est un symbole qui représente tout. Et on voit qu'on obtient une liste de nœuds, donc une liste de balises, qui est constituée de 3692 balises. 3692 balises, ça fait un document d'une complexité qui est proprement hallucinante. Cette complexité a comme effet que les outils automatiques qui doivent parcourir cette page, comme par exemple des moteurs de recherche, vont effectivement avoir des difficultés et vont sans doute mal positionner le site parce qu'il sera considéré comme peu performant et peu optimisé. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser des outils assez habituels d'audit pour voir quelles étaient les qualités du site. Donc je ne vais pas utiliser ecolo.be mais ecolo.be/candidat. Donc ici je suis sur un site qui fait des analyses effectivement de la qualité de l'optimisation des techniques des sites web. Alors on va le laisser travailler parce que ça va aller vite, apparemment il y a 3 secondes d'attente. Donc ce site utilise différents outils pour vérifier si le site est réalisé d'une façon optimisée. Et vous allez voir que, alors si le comportement est le même que celui que j'ai eu tout à l'heure, eh bien ce logiciel, que j'utilise extrêmement fréquemment, ne parvient pas
à analyser la page, tant elle est complexe. En tout cas, j'ai échoué 3 fois tout à l'heure, on va voir cette fois-ci. Donc là, il est en train de fetcher le site, donc de récupérer le site, de récupérer les contenus, et vous voyez que ça prend un temps bête. On observera le même comportement sur Dareboost, qui est un site assez équivalent, qui fait un peu la même chose. Alors, apparemment, il a détecté que j'avais déjà fait une analyse, et or c'est une formule payante sur Dareboost, donc je ne vais pas le faire. Vous voyez, GTmetrix est encore en train d'analyser, donc ça prend un temps vraiment totalement inhabituel, et à un moment, il va juste arrêter et dire « Ah ben j'y arrive pas, c'est trop compliqué ». Donc il y a vraiment un problème d'optimisation. Je veux dire, avant même d'essayer d'évaluer si le site est optimisé ou pas, ben, il se plante, tellement le site n'est pas optimisé. Voilà, erreur d'analyse. Il n'a pas su générer le rapport Wieslow, qui est un des outils utilisés en arrière-plan. Parce que justement, enfin mon hypothèse effectivement, c'est que le site est effectivement beaucoup trop complexe. Alors, est-ce que c'est grave pour un être humain normal, ça bah non, parce que finalement ça c'est une question qui concerne plutôt des aspects techniques, des développeurs. Les gens normaux savent utiliser le site quand même, sauf qu'il est effectivement très lent comme on a pu le voir. Ok, mais je vais ici utiliser mon autre navigateur, le navigateur qui est fourni avec mon ordinateur, Safari, parce que c'est celui qui va le mieux fonctionner avec un outil qui est utilisé justement par les aveugles. Et cet outil, c'est un outil qui s'appelle VoiceOver, c'est ce qu'on appelle un lecteur écran. Et je vais activer VoiceOver. Bienvenue dans VoiceOver. Voilà, donc j'ai activé VoiceOver. Comment est-ce qu'un VoiceOver désactivé. Ah, alors ça c'est pas malin, je vais recommencer. Bienvenue dans VoiceOver. Voilà. Comment est-ce qu'un aveugle va surfer sur une page? VoiceOver activé Safari, candidat, écologie, fenêtre, candidat, écologie, contenu web et la cible de la saisie au clavier. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette... tête menu. Alors comment est-ce qu'un aveugle navigue dans une page web traditionnellement? Eh bien, il a besoin qu'on lui donne des raccourcis, des liens qui lui permettent d'aller plus rapidement vers des sous-parties, puisque lui n'a pas de perspective visuelle sur la page, il a besoin de pouvoir se faire une représentation du plan du document. Donc regardons le plan du document tel que, donc c'est la liste des titres, la liste des en-têtes, pour parler dans des termes HTML, et voyons justement ce qui est proposé à un aveugle qui utiliserait cette page des candidats. Donc voyons d'abord la page des candidats, on voit qu'il y a une première partie qui s'appelle Europe, apparemment un grand titre, et puis après il y a une partie qui s'appelle Chambre, et puis ça s'est organisé en sous-régions, et puis vous avez la région Wallonne avec de nouveau les arrondissements dans lesquels on peut trouver des candidats. Donc ça c'est l'arborescence que l'on peut observer, et puis à l'intérieur de chacune de ces régions, eh bien on a la liste des candidats. Et quand je regarde la liste des en-têtes telle qu'elle est présentée à une personne aveugle, eh bien je vois ici... Niveau d'en-tête 1, niveau d'en-tête 2. Découvrez les candidats middle.s près de chez vous. Alors voilà, découvrez les candidats .e.s près de chez vous. On voit que déjà au niveau de la synthèse vocale, c'est pas forcément particulièrement facile à appréhender. Donc ce style d'écriture très à la mode n'est peut-être pas idéal, mais bon, ça c'est pas très grave. Niveau suivant, niveau 3. Niveau d'entête 3, Europe. Ok, parfait. Et puis on descend, collège niveau fédéral. Niveau d'entête 4, collège électoral francophone. Donc c'est bien un sous-titre. Et puis le titre suivant n'est pas un titre de niveau 5. Donc on a 1, 2, 3, 4, et puis on passe à 6. Allez savoir pourquoi. Quand on regarde la page, on se rend compte que le contenu principal qui suit collège électoral francophone, c'est effectivement Philippe Lamberts. Pas du tout premier de liste et pas du tout Bruxelles. Ça, ce sont des informations annexes, des méta-informations qui viennent à côté de Philippe Lamberts. Le contenu effectif, c'est Philippe Lamberts. Donc c'est bien, si on doit le considérer comme un titre, c'est bien Philippe Lamberts. Maintenant, est-ce qu'il est légitime de considérer ceci comme un titre? Bah non, certainement pas. Philippe Lamberts n'est le titre de rien. Philippe Lamberts est juste un item de la liste.
Donc il n'est pas naturel de compliquer l'entête proposée aux aveugles en mettant des balises qui indiquent qu'on a affaire à des titres, alors que ce ne sont les titres de rien du tout. Ici on a un titre de niveau 6, premier de liste, qui est donc ce texte-là. Ce n'est manifestement le titre de rien. C'est juste un texte qui vient qualifier Philippe Lambertz par rapport au collège électoral francophone pour l'Europe. Donc ce n'est pas du tout un titre. Or, le fait d'avoir mis une balise de titre, eh bien, ça complique effectivement la liste des entêtes qui sont proposées aux aveugles. Et puis la page est tellement compliquée, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec les outils d'analyse, ils n'arrivent pas à analyser. Eh bien, le logiciel qui doit analyser cette page la trouve tellement compliquée qu'il échoue à analyser complètement le plan du document. Donc si vous regardez ici le plan du document, en fait, il s'arrête à la liste électorale pour Namur, donc ici, avec Georges Gilles-Quinet. Tout ce qui vient après n'apparaît pas dans la liste des entêtes. Donc les aveugles ne voteront pas pour Véronica Cremasco, puisqu'elle n'apparaît pas dans la liste des entêtes. Et ça, c'est un peu une catastrophe. VoiceOver activé Safari, symbole tout droit réservé Écolo 2019. Ici, comme vous êtes actuellement sur groupe HTTP. Alors je vais, débat. Voilà, je vais avancer un petit peu. Entrez votre recherche. Lien. Twitter. Lien. Région bruxelloise. Vous êtes actuellement sur lien dans du contenu web. Contrôle de formule. J'affiche les points web. Lien en tête menu. Lien menu. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais cliquer. Alors, je vais me mettre dans la position d'un aveugle. Un aveugle va vraisemblablement naviguer pas à la souris, puisqu'il n'a pas de repère visuel, donc il va vraisemblablement naviguer au clavier. Aucun élément dans lien menu. Donc si je me mets dans la barre aucun élément dans en cours de fermeture, lien menu. HTTPS partage départ de barre d'outils. Dans la page. Écologie. Bannière. Vous êtes actuellement sur lien. Pour cliquer ce lien, appuyez sur CTRL, option, espace. Donc si je me mets à naviguer dans la page avec la touche de tabulation qui me permet de parcourir les différents liens qui sont effectivement présentés dans la page, on va voir ce qui se passe. Lien. Programme 2000 page actuelle. Lien. Affichez le champ. Entrez votre code pour rechercher. Lien. Euro. Lien. Région. Lien. Facebook. Alors regardez, je me retrouve là sur Facebook. Vous êtes actuellement sur lien dans du contenu web. Pour cliquer ce lien, appuyez sur CTRL, option, espace. Pour sortir de cette zone web, appuyez sur CTRL, option, majuscule, flèche vers le haut. Donc je viens de sauter l'intégralité de la liste des candidats et je n'ai eu à aucun moment la possibilité de cliquer sur voir toute la liste, ni la possibilité de cliquer sur un des candidats pour voir les informations. On sait que de toute façon c'est médiocre au niveau de la qualité de l'information parce qu'il y a vraiment très peu de choses, mais bref, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir voir de pouvoir avoir accès aux liens éventuels qui devraient normalement se trouver sur chacune de ces entrées, et je me retrouve directement sur le lien Facebook, lien, Twitter, Instagram, lien, votre lien, départ de compte, start page, fond face ninja, password, HTTP, afficher le rechercher, donc, bouton. Ce n'est pas une question vous êtes d'ordre actuellement non sur plus. bouton, dans VoiceOver désactivé. Ce n'est pas une question d'ordre non plus. Ce qui est donc évident, c'est que pour un aveugle qui naviguerait au clavier, il est impossible d'interagir avec cette partie de la page, donc la partie de la page qui contient effectivement le contenu principal, à savoir la liste des candidats. Il peut accéder à tous les liens qui sont périphériques à ce contenu principal, mais le contenu principal lui est complètement inaccessible en termes d'interaction. Il ne peut pas cliquer sur les liens voir toute la liste. Il ne peut pas cliquer non plus sur les liens, les noms des différentes personnes. Alors, s'il cherche à afficher la liste des liens, ce qui est une possibilité aussi, on va voir ce qui se passe. Bienvenue dans VoiceOver. VoiceOver voilà activé Safari. Lien menu. On a écolo.be, programme 2019, candidat, les élus, le parti, je soutiens Écolo, Europe, chambre, région wallonne, région bruxelloise. Il n'y a aucun moment. Fièrement créé par Nextma. Aucun élément dans lien menu.
À aucun moment, nous n'avons... Aucun élément dans lien menu. Aucun élément dans, aucun élément dans lien menu. Je ferme mes VoiceOver. VoiceOver désactivé. Voilà, à aucun moment dans la liste des liens, qui est donc un des raccourcis, enfin une des listes de raccourcis possibles pour un aveugle, à aucun moment nous n'avons eu la faculté d'accéder aux informations, aux liens relatifs aux différents candidats d'écolo, ni aux liens pour afficher la liste de tous les candidats. Donc cette page de contenu est finalement strictement inaccessible pour les personnes en situation de handicap et particulièrement pour les aveugles. Autrement dit, si on regarde la page des candidats pour écolo, et si on veut résumer maintenant l'essence de ce que je suis en train de décrire dans cette vidéo, on a, pour ce qui est de la page candidat, il y a des problèmes sur les autres pages, mais je pense que ce n'est pas nécessaire que je développe. Pour la page des candidats, il y a... Pardon. Il y a un problème majeur d'accessibilité, un problème majeur de référencement, donc les aveugles n'auront pas accès. Google aura également de gros problèmes pour accéder au contenu. Les URL ne correspondent pas au contenu que l'on voit, on a toujours la même URL. Et il y a aussi un problème majeur d'optimisation des performances, avec, comme on l'a vu, une surconsommation des ressources complètement injustifiée, avec des centaines de mégaoctets qui sont téléchargés, du coup un impact sur les utilisateurs qui grèvent très très sévèrement leur abonnement en allant sur cette page. Un problème de construction de la page qui empêche effectivement l'analyse technique par des outils tiers du contenu, donc peu d'interopérabilité avec d'autres outils. Mais surtout, donc, comme je le disais, une absence totale d'optimisation qui génère un impact environnemental assez colossal. Alors au-delà de ça, le fait d'avoir utilisé de façon massive JavaScript aussi, parce que la construction de cette page, en fait, c'est de l'avoir, l'agence qui l'a construite comme une application. Tous les contenus sont chargés et puis le JavaScript se contente de réorganiser la page au fur et à mesure des interactions de l'utilisateur avec la page, ce qui ne correspond pas du tout au modèle standard et basique du web. Eh bien, ça veut dire qu'il faut du JavaScript, ça veut dire qu'il faut aussi vraisemblablement compter sur des appareils pour parcourir la page et pour l'observer qui sont relativement performants. Et donc, ça va là aussi dans un sens opposé aux valeurs d'écolo, puisque on encourage ici, à travers la conception du site, une forme d'obsolescence des appareils, et on encourage à avoir des matériels modernes pour pouvoir consulter le site en question. Donc là aussi, c'est un gros problème d'adéquation avec les valeurs d'écolo. Voilà pour cette vidéo que je vais donc arrêter ici. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que la situation est déjà suffisamment parlante avec ce que je viens de décrire.